Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors voilà, c'est l'année dernière, on était presque en expérimental. Cette année, on va tenir des délais de ouf. Nous serons présents tous les 2 mois avec une chronique bande dessinée qui nous permettra d'explorer, de continuer d'explorer cet univers. Emmanuel Guibert vient d'obtenir le Grand Prix de la ville d'Angoulême, et donc je me suis dit qu'il était intéressant de commencer à regarder ce que fait Emmanuel Guibert. Emmanuel Guibert donc, est depuis assez longtemps dans le milieu de la bande dessinée. Il avait commencé avec une très bonne bande dessinée qui s'appelait La fille du professeur, si je ne m'abuse, avec Sfar, traité en couleur directe, avec déjà des tons aquarellés et des pages quasi monochromes. C'était intéressant. Il a ensuite eu quasiment 2 carrières en parallèle, une carrière de bande dessinée intelligente, sensible, où il s'est installé dans une espèce de rôle de biographe dessinateur de petits destins, avec 2 choses emblématiques, La guerre d'Alan, qui est paru en 3 tomes aux éditions de l'association, et surtout l'album où il a peut-être fait exploser, qui est Le photographe, et sur lequel nous allons revenir. Et à côté, il a une œuvre de scénariste pour bande dessinée destinée aux enfants, avec notamment les aventures d'une classe avec des visages d'animaux, donc dans la longue tradition de la bande dessinée zoomorphe ou des animaux anthropomorphes, comme on voudra, que je trouve pour ma part intéressante, parce que Emmanuel Guibert il fait preuve des mêmes qualités de sensibilité et d'intelligence, mais en même temps il est désespérément inscrit dans l'époque, et du coup une certaine irritation s'empare de moi chaque fois que j'ouvre l'un des ouvrages. En revanche, le photographe Emmanuel Guibert, Lefebvre, Le Mercier. C'est un album tout à fait original, et on est à la limite de la bande dessinée expérimentale, puisque Emmanuel Guibert mélange des planches photographiques avec de la bande dessinée et des pages qui sont purement dessinées. Pourquoi est-ce qu'il fait ce mélange? C'est parce qu'il raconte l'histoire d'un photographe parti accompagner une mission de médecin du monde. Ce photographe est laissé sur place pour différentes raisons. Il y a 3 tomes qui l'expliquent. Le livre a été réédité en intégrale depuis. Qui font qu'il est là en train de errer au fin fond de l'Afghanistan, dans la neige, les cailloux, avec des Afghans fous et des chevaux recalcitrants, et il va réussir quand même à regagner évidemment la civilisation, puisque sinon il n'y aurait eu personne pour raconter son histoire. Ce qui est intéressant, c'est que la matière photographique elle-même n'est pas si exceptionnelle que ça. Et même on peut légitimement se demander si elle a un quelconque intérêt. En revanche, le mélange photographie-dessin, la manière dont le dessinateur biographe, en parlant avec le photographe, retrace en fait tout le périple et ponctue en fait cette biographie des images qui sont comme des preuves de la vérité de l'histoire qui est racontée, mais avec une dimension de vérité qui est quasiment égale, si j'ose dire, au dessin, puisque les dessins comblent les trous et les dessins disent les choses les plus importantes. La manière dont le photographe a vécu cette aventure est tout à fait remarquable. On est à la limite de la bande dessinée expérimentale, mais pas avec ce côté parfois énervant de l'expérimentation, où on est en limite de compétence, en limite de compréhension, en limite esthétique. Ici, le dessin de Guibert est d'une efficacité remarquable, d'une sobriété parfaite. Voilà, donc une fois de plus, on remontre la planche avec uniquement des photos, dont on peut se demander donc toujours si elles sont intéressantes. Et là, on voit la manière dont Guibert mobilise un vocabulaire très simple, un graphisme très explicite, avec 2 ou 3 effets. Ici, nous sommes dans une case de bande dessinée classique, avec un narratif, évidemment. Le narratif est omniprésent dans cette case-là. Après tout, c'est une biographie, avec des cases purement schématiques, qui sont comme si on avait un narratif dans Tintin avec juste un petit pictogramme, et des cases plus efficaces, où là aussi on a des effets dramatiques très assumés. Voici une page où j'ai des éléments de décor, je représente les matières, et où à un moment donné, il y a un moment où 2 Afghans sont en train de s'engueuler, l'Afghan qui accompagne le photographe les apostrophe, et du coup, plutôt que de répondre, il se contente de leur lâcher une rafale de mitraillettes. Et là, brusquement, suspension complète du décor, focalisation sur le point dramatique, et donc Guibert réussit à nous expliquer
visuellement, qu'est-ce que c'est qu'un choc psychologique. Et la bande dessinée va, au long des 3 tomes, voici les 2 autres, nous expliquer comment marche cette mission, comment elle ne marche pas, comment le photographe se perd, comment il va se retrouver, et avec à chaque fois une radicalité aimable, si j'ose dire, une radicalité aimable de la mise en page. Où Guibert réutilise le gaufrier classique, donc le gaufrier, le fait que toutes les cases soient exactement de la même manière, pour à chaque fois enfermer son personnage qui existe et le lecteur dans une progression pénible. Et là, évidemment, le fait que ce soit en bichromie, en ombre chinoise, renforce tous les effets narratifs du malheureux perdu au fin fond de l'Afghanistan avec un cheval particulièrement énervant. Guibert a comme ça rédigé plusieurs livres, dont son deuxième grand opus, qui est La guerre d'Alan, qui a d'abord été publié en 3 tomes aux éditions de l'Association. Là aussi, ça a été réuni en un seul ouvrage. Et La guerre d'Alan, c'est en fait un soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui n'a pas particulièrement d'intérêt, mais que Guibert rencontre. Alan se prend d'affection pour lui, réciproquement, et Guibert raconte cette vie au ras du sol. On est un peu loin de 1917 pour ce qui est des effets absolument remarquables, de la dramaturgie. En revanche, on est véritablement dans une espèce de micro-histoire qui est très précise. Et Guibert a poursuivi avec Martha et Alan, où en fait, après avoir raconté la guerre d'Alan, il raconte son enfance. C'est un album charmant, là aussi publié aux éditions de l'Association, où Guibert raconte ce que c'est que la vie d'un petit garçon aux États-Unis pendant la dépression, un peu après, un peu avant, et avec une qualité de dessin pleine de sensibilité, et malgré tout, toujours des effets narratifs très assurés, puisque Guibert vise systématiquement la lisibilité. Donc là, 2 enfants courent vers une balançoire qui vient d'être installée par les grands frères, et on a droit à 2 cases quasiment pédagogiques sur la manière d'utiliser la balançoire. Donc avec toujours cette disparition du décor qui vient souligner des effets et qui permet par ailleurs de le faire réapparaître et donc de redonner un peu de matière et parfois beaucoup de matière puisque voilà, il y a des pages où on est entièrement en couleur. Alors évidemment, on voit que cet album s'apparente presque à un livre d'images, à une succession de grandes cases. Malgré tout, c'est une vraie bande dessinée. Avec aussi des irruptions, si j'ose dire, de portraits réels, mais retraités à l'aquarelle, retraités en dessin, qui sont intéressants, et toujours cette capacité, en fait, à saisir l'instant et à nous le retranscrire, en ne donnant que ce qui est intéressant. Là, la disparition du décor, évidemment, est parfaite pour ce qui est de l'évocation du souvenir. Ce qui est intéressant dans cet album, outre qu'on voit la palette coloriel de Guibert, sa science d'un trait plus ou moins fouillé, c'est le fait qu'il est publié aux éditions de l'Association. Les éditions de l'Association est une maison d'édition associative, pour le coup, car c'est une véritable association, qui a été créée il y a une 30aine d'années maintenant par David B., Guy Lefer, Louis Trondheim et 2 ou 3 autres personnages, et qui d'emblée se lancent dans une bande dessinée audacieuse et intelligente. C'est eux qui publient les livres de Marjane Satrapi, c'est eux qui publient L'Ascension du haut mal de David B. C'est à chaque fois des petites révolutions dans la narration, dans l'apparition de nouveaux talents. C'est eux qui vont publier des ouvrages de Joshua Garner. Bref, c'est eux qui publient les bandes dessinées de Parondo. Et là aussi, on est ou dans l'expérimental, ou dans l'excellente bande dessinée, ou dans une bande dessinée différente, avec notamment le champ de l'autobiographie en bande dessinée ouvert par, David B., ou les expériences aberrantes comme les Carottes de Patagonie, qui sont les premières aventures du héros lapin de Louis Trondheim. Quand on dit Louis Trondheim, on voit que ceux qui ont commencé à l'association, et Louis Trondheim n'a pas spécifiquement commencé à l'association, mais disons que ses premiers ouvrages importants, c'est là qu'il les a publiés, c'est là qu'il a pu développer son talent et sa science narrative. C'est devenu aujourd'hui l'un des scénaristes majeurs de la bande dessinée française, et David B. lui aussi est installé comme un très grand. Sfar, sa réputation n'est plus à faire. Sfar, dont je rappelle donc qu'il avait scénarisé La fille du professeur avec Emmanuel Guibert.
Donc cette maison de l'association est en soi intéressante. Donc on va passer de Guibert à l'association comme sujet. Pourquoi? Parce que chaque fois que je retrouve le catalogue de l'association, il y a une demi-douzaine de titres qui sont très intéressants. Très énervants par parfois des partis pris intellectualisants exaspérants, mais très enthousiasmants par la capacité d'invention, la curiosité d'esprit et le fait d'aller chercher des auteurs qu'on ne connaît pas ou qui viennent de France, qui viennent d'ailleurs. Pour ce qui est de la capacité de découverte, il y a cet ouvrage qui est une espèce d'hommage aux exercices de style de Raymond Queneau, et qui sont les 99 exercices de style de Matt Madden, où il reprend le principe des exercices de style, c'est-à-dire une histoire totalement intéressante. On est dans l'autobus S, on croise quelqu'un, on le recroise devant la gare Saint-Lazare, et son camarade est en train de lui désigner un bouton sur son pardessus, et donc de cette histoire minimale, Raymond Queneau tire 99 variations, dont la moitié sont totalement inintéressantes, mais dont les autres sont particulièrement enthousiasmantes, et c'est surtout l'idée complète d'avoir 99 variations sur rien qui est excitante. Ici, Madden nous fait la même chose. Donc il y a une matrice. Cette matrice, c'est la façon dont Matt Madden demande à sa femme, dont Matt Madden, qui est en train de travailler, se voit demander par sa femme quelle heure il est. Il répond qu'il est 1h15, et il descend à la cuisine et se demande, en fait, après avoir ouvert le frigidaire, pourquoi est-ce qu'il l'a ouvert. Voilà, l'interruption de sa femme lui demandant quelle heure il est lui a fait oublier ce qu'il était venu chercher à la cuisine. C'est absolument passionnant, comme on le voit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en tire donc 99 variations graphiques. Et d'une part, cette variation que je trouve très intéressante, puisque c'est le roman photo. Quand on voit le photographe d'Emmanuel Guibert, on peut se dire qu'il y a une tendance au roman photographique. En fait, pas du tout. Et ici, dans la manière dont les bulles, les phylactères viennent se plaquer sur la photographie, on voit qu'il y a une étrangeté graphique, qu'il y a une dissonance, qu'il y a deux systèmes parfaitement hétérogènes et qui ont du mal à se coordonner. Alors, il y a eu de très belles expériences de romans photo intelligents, avec notamment Benoît Peters qui en a réalisé quelques-uns. Le genre continue à être surprenant et à être bancal. Et là, je trouve que Matt Madden, dans la manière qu'il a de passer et d'y consacrer une page, l'exemplifie d'une manière remarquable. Il y a évidemment des hommages, par exemple ici, la même histoire racontée à la façon de Topfer, vraiment l'ancêtre de la bande dessinée telle que nous la connaissons, donc un Suisse du 19e siècle qui invente énormément des principes narratifs de la bande dessinée, et y compris d'ailleurs l'écriture manuscrite et non pas le lettrage mécanique. Et il y a bien sûr ces exercices de style inénarrables avec la manière de le dessiner comme les bandes dessinées horrifiques bas de gamme dont les États-Unis s'en fait une spécialité. Évidemment, c'est drôle surtout dans la succession. D'un point de vue de l'intelligence du scénario, on comprend assez vite les enjeux. Voilà, il est 1h15, il a oublié pourquoi il avait ouvert la porte du frigidaire. C'est raconté du point de vue du narrateur, c'est raconté du point de vue du frigidaire, c'est raconté du point de vue de la femme, c'est raconté sans qu'on voit le personnage, c'est raconté en gros plan, c'est raconté vue de Sirius. C'est un exercice de style, et surtout, c'est évidemment d'une certaine manière un petit manuel de bande dessinée, puisque les différents styles et les différents types de narration sont tous résumés dans ces 99 exercices. Si on continue sur l'association, voici l'un des premiers ouvrages de François Herold, si je ne m'abuse, oui c'est bien ça, les notes mésopotamiennes. Alors François Herold raconte des histoires, il y a une histoire par planche, ces histoires sont en fait une succession de cases avec un narratif qui est une narration continue. Est-ce qu'on est dans le texte illustré? Est-ce qu'on est dans l'illustration commentée? Justement, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de redondance. Il y a une histoire et il y a les images, comme si quelqu'un promenait sa caméra et était en train de nous montrer il nous décrivait ce qu'il était en train de nous montrer. Il nous montrait les pensées qu'il est en train d'avoir au fur et à mesure qu'il contemple un spectacle. Il y a un caractère très aimable, avec une poésie du quotidien tout à fait délicieuse et une manière charmante de faire intervenir un humour plus ou moins discret, comme par exemple ici dans ce village minuscule de la campagne française qui s'appelle Villevert-la-Bataille,
où on sent que à partir de 2 tas de pierres, on a imaginé qu'il y avait une bataille sans qu'on en soit absolument certain, et il y a 2 guides qui se disputent, si j'ose dire, l'invention qu'on peut faire à partir de ces pierres. Et donc l'un d'entre eux dit « Le château à moitié détruit et repris aux Anglais en 1436 au prix d'une lutte cruelle », pendant que l'autre explique « L'armée de Louis XV parvint à mettre en déroute les alliés qui venaient l'incendier ». Et donc, ce qui est de cette espèce d'hommage lointain à la planche de Dingo Dossier de Gottlieb, où on nous explique qu'à partir de n'importe quoi, on peut en faire un lieu touristique, ça se transforme en une espèce de bataille épique, et où surtout la vraie bataille de Villevert-la-Bataille, c'est la manière dont les groupes de touristes vont finir par se frapper les uns les autres, chacun défendant son guide et la narration de son guide. Dans un genre différent, il y a la manière dont un panneau d'information se couvre peu à peu de différentes publicités, tracts, offres d'emploi, et où peu à peu, au fur et à mesure qu'on nous dit qu'il y a une réunion au public, qu'il y a des bonnes affaires, qu'il y a un vide-grenier, on finit par obtenir, par l'enchevêtrement des différentes affiches, un message qui est un message absolument parfait en ces temps de politiquement correct, ravageur et de dénonciation vertueuse. On pense que nier le mal va faire le bien. Voilà. Et donc là, peu à peu, on a une construction, si j'ose dire, l'histoire a été totalement incompréhensible et inintéressante, mais brusquement, effectivement, en regardant la dernière case, tout s'illumine. François Hérold, depuis, a rédigé plusieurs petits ouvrages, Les Amis, Les Penseurs, Les Parleurs, là aussi, qui sont des bandes dessinées schématiques, et qui réfléchissent à la manière dont le langage réussit à lier ou, au contraire, éloigner les gens. Schématique, très drôle, on y reviendra, il mérite à lui seul un épisode. Pour terminer sur l'association, et pour terminer d'ailleurs ce billet, 2 autres formats de l'association, puisque donc, quand on parle d'expérimentation, quand on parle de jeunes maisons d'édition, quand on parle de jeunes auteurs, il y a aussi l'idée que on n'est pas obligé de faire systématiquement un album de 48 pages avec un dos carré-collé, le 48 dos carré-collé qui était devenu le format d'Argot, Dupuis, Le Lombard, etc. Et on peut faire aussi des bandes dessinées qui sont beaucoup plus petites. Donc voilà, on a le photographe de Guibert, qui, maintenant que les 3 tomes sont réunis, est un ouvrage de plusieurs centaines de pages, où on a les aventures de la fin de l'épisode de Louis Trondheim et Le Gall. Le Gall, c'est celui qui dessine les aventures et scénarise, depuis qu'Yann a quitté la série, les aventures de Théodore Poussin. Immense auteur de bande dessinée, trop rare hélas, et qui ici se livre à une espèce de variation drôlatique avec Louis Trondheim qui imagine que à chaque fois on dévoile l'assassin. Mais alors, sauf qu'on lui arrache un masque. Évidemment, le tonnerre est là systématiquement pour souligner l'arrachage du masque, parce qu'en fait ce n'est jamais le bon assassin, et on continue à arracher les masques. Et donc de page en page, toutes les personnes se retrouvent se faire arracher le masque, et donc le détective, en fait, n'était pas le détective, mais vraiment le détective. Bon, on finit, vous serez presque déçus, par avoir un loup-garou final, mais tout ça se fait en 22 pages, 22 planches. C'est très drôle, c'est très rapide, c'est très bien dessiné. Dans un autre genre, là aussi de Louis Trondheim, mais avec uniquement Louis Trondheim, Imbroglio, qui est absolument parfait, où il y a là aussi une succession de révélations avec 3 personnages qui s'entretuent les uns les autres et avec des péripéties qui en elles-mêmes évidemment sont sanglantes et assez peu drôles, mais c'est l'enchaînement de toutes les conclusions possibles, avec de tous les twists possibles, comme on dit aujourd'hui, pour parler d'un retournement de situation à la fin d'une séquence narrative. Tous les twists possibles s'enchaînant les uns les autres finissent par donner quelque chose de parfaitement absurde. L'association, une maison d'édition associative, intéressante, qui a connu son heure de gloire pendant ses 20 premières années, qui aujourd'hui est un peu endormi, un peu en sommeil, mais qui continue d'abord dans son catalogue à avoir des chefs-d'œuvre et à sortir régulièrement des choses très intéressantes. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour un autre billet.